Bonsoir. Bon, bah, ça commence bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être là. Vous imaginez sans doute à quel point c'est impressionnant pour moi. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter à vous. Donc, je m'appelle Julien Gosselin, je suis metteur en scène. Je crée des spectacles depuis une quinzaine d'années maintenant. Je l'ai fait pendant des années avec une compagnie qui s'appelle Si vous pouviez lécher mon cœur. Et maintenant, je vais le faire ici. J'ai vécu longtemps dans le Nord, sur la côte d'Opale. Et ouais. Et j'habite depuis 1 an maintenant à Paris pour d'évidentes raisons professionnelles. Ce soir, donc, c'est ma première présentation de saison, ma première rencontre avec vous ici, sur la scène de l'Odéon. Et j'espère que quand j'arrêterai de parler, probablement dans 4 ou 5 heures, nous allons fêter ça. Oui, je vais essayer que les présentations de saison soient un peu moins longues que mes spectacles. C'est tout ce que je peux vous assurer. Voilà donc 1 an maintenant que j'ai la chance de diriger ce magnifique théâtre. Une année qui est passée comme un éclair. J'ai eu la chance de voir de très beaux spectacles ici cette saison, d'accompagner une programmation et des artistes merveilleux. J'ai pu rencontrer, je le dis du fond de mon cœur, une incroyable équipe soudée, généreuse, dans les bureaux ou sur les plateaux. Je suis arrivé, vous le savez, dans un théâtre en proie à des difficultés financières. Et là où j'imaginais trouver de l'abattement et de la peur, j'ai au contraire rencontré le désir de se battre, la solidarité, l'envie de faire que ce lieu demeure un grand théâtre d'art, un lieu de risque et d'expérimentation, un théâtre qui continue à soutenir les artistes, à créer des spectacles, à faire vivre la création contemporaine. Cette volonté-là, celle de la création, du contemporain, ce sera notre ligne directrice pour les années à venir, la mienne et celle d'Eugénie Tesson qui a pris la suite de Didier Juillard à la programmation du théâtre. Être à l'avant-garde des gestes les plus audacieux des créatrices et des créateurs d'Europe et du monde entier, puisque, comme vous le savez, c'est ça la mission de ce théâtre depuis Strehler, être le théâtre de l'Europe. Mais une Europe telle qu'elle se dessine aujourd'hui, de la Pologne à la Méditerranée, une Europe ouverte sur la création du monde entier. Ce théâtre, il doit être ouvert au renouvellement des esthétiques. Comme vous l'imaginez, je pense que le théâtre n'est pas un art figé. Il résonne avec les autres champs d'expression artistique, avec les crises, les changements profonds de la société. L'Odéon doit regarder et accueillir ces mouvements. Les artistes qui seront là ce soir ne sont pas toutes et tous originaires du théâtre, mais par leurs gestes, leurs regards, ils et elles changent la manière dont nous regardons l'art, nous bousculent, nous font reconsidérer ce que nous pensons être du théâtre et qui n'en était pas, nous font entendre d'autres langues, d'autres voix. J'ai toujours défendu l'idée que ce que nous nommions grand théâtre, si l'expression a un sens, devrait se porter sur des spectacles qui font se modifier nos regards, qui créent des ruptures et des nouveaux chemins, davantage que sur des objets d'apparente excellence qui ne font que rigidifier les formes, solidifier le patrimoine, reproduire le connu. J'espère de tout cœur que vous nous suivrez ces prochaines années dans l'inconnu. Vous allez découvrir ici des artistes qui font bouger la création internationale, des grands noms bien sûr, mais aussi des artistes qui seront, je le sais, celles et ceux qui traceront pour nous tous et nous toutes de nouvelles routes. Alors vous le savez, je vais m'asseoir parce qu'on va... Ah oui, il y a déjà des trucs qui se projettent derrière moi. Non mais vous le savez, l'Odéon est aussi le théâtre de mai 68, celui où on se castagne un peu. Cet Odéon que j'aurai la chance de diriger dans les années qui viennent, je souhaite qu'il soit également un endroit de débat, de dissensus et de curiosité. Votre curiosité. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je souhaite que ce grand bâtiment à colonnes soit aussi un lieu de vie, de rencontre, où l'on peut tout à la fois y voir ce qui se fait plus incroyable dans la création théâtrale et y entendre une conférence, assister à une performance, danser dans la nuit, s'engueuler au bar avec des amis, qui ne seront probablement plus des amis à la sortie, et peut-être parfois tout ça dans la même soirée. Ce théâtre, nous allons tout faire pour que vous l'habitiez, qu'il soit le vôtre.
Il y a la programmation, bien sûr, que je vais vous annoncer dans quelques instants, mais il y aura aussi des concerts, du cinéma, des expositions, de la performance, des débats. Pour vous donner un petit exemple, puisque tout ça, on va le construire au fur et à mesure de l'année, je vous donne quand même une ou deux choses. À l'automne, sur proposition de Sylvain Crosevaux, que vous verrez tout à l'heure, il y aura dans cette salle une projection de Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini. Dans la saison, on accueillera aussi, par exemple, une lecture-performance d'une très grande poétesse contemporaine qui s'appelle Laura Vasquez. Ce soir, après le set que Guillaume Bachelet et Maxence Vandevelde vont faire à la sortie de ce moment, il y aura une grande artiste électronique qui s'appelle Crystal Mess qui jouera. Il va y avoir de nouveaux programmes de rencontres. Là, on peut y aller, je crois. Voilà. De quelle putain d'histoire du théâtre parle-t-on? C'est une phrase de Angelica Lidl, elle n'est pas de moi. Sous ce nom, vous aurez tout au long de l'année un cycle de rencontres qui sera animé par William Ravon, qui est le nouveau dramaturge du théâtre. Il sera accompagné de chercheurs, chercheuses ou d'artistes. Et l'idée, ce sera d'examiner l'histoire du théâtre, mais par la bande, par des parties souvent non regardées. Je vous donne un exemple. Le cabaret, qui a été une forme oubliée, rejetée, est aujourd'hui une forme qui sert dans la création contemporaine. On va examiner ces formes-là. Le théâtre, produit par des femmes à l'époque classique en France, comme vous le savez, c'est un théâtre qui n'a pas été regardé, on va l'examiner. Tout au long de l'année, il y aura comme ça ce qu'on pourrait appeler une sorte de contre-histoire du théâtre. Ce sera ouvert, ce sera gratuit. Querelle, un autre atelier où nous vous accueillerons. Alors au début, on voulait appeler ça Atelier des mécontents. Bon, finalement, on s'est dit que les gens contents aussi pouvaient venir. Donc, Querelle, ce sera chaque mois un moment où vous pourrez venir nous dire si vous avez trouvé ça insupportable ou magnifique, ou entre les deux, évidemment, et discuter avec William, avec moi, sur les spectacles que vous avez vus. Il y aura aussi une nouvelle chose, ce qu'on appelait des cours publics. Les cours publics, ce seront des artistes de la saison ou pas de la saison, ou qui viendront dans les prochaines saisons, qui, ici dans cette salle ou aux ateliers Berthier, feront comme un cours dans un conservatoire. C'est-à-dire que des gens qui le souhaiteront viendront passer des scènes, sauf que la salle sera remplie comme ce soir. Bon. Non mais venez du coup, quoi. Bon, des événements comme ça, il y en aura tout au long de la saison. Et évidemment, on vous préviendra. Juste vous dire aussi qu'il y aura des podcasts tout au long de l'année, notamment avec des grands entretiens des artistes qu'on accueille dans la saison. Puisque je vous parlais de théâtre de l'Europe, de théâtre international. L'idée aussi, c'est que des personnes qui sont loin de nous, qui sont loin de ce théâtre et qui n'y ont pas accès, peuvent aussi avoir accès à certains contenus par le biais du podcast. Donc des grands entretiens d'artistes, non pas concentrés exclusivement sur leur spectacle ou leur actualité, mais sur toute leur carrière, sur la manière dont ils font théâtre. Une autre nouveauté qui a déjà démarré cette année, ce sera vraiment d'ouvrir les soirées de première à tout le monde. Le plus souvent avec un DJ ou avec de la musique, histoire que ce soit un grand moment de fête partagée. Une chose encore qui est très importante pour moi, et une chose qui est méconnue, y compris par notre public le plus fidèle, c'est la présence à l'Odéon d'une médiathèque qui s'appelle la médiathèque Renaud Barrault, qui est située tout en haut du bâtiment, un peu dans les combles. C'est un endroit magnifique, et Juliette qui s'en occupe avec un soin extraordinaire. Et cette médiathèque, je vous le dis rapidement, c'est une sorte d'endroit de mémoire de toutes les créations qui se sont faites à l'Odéon. Et je le dis notamment pour toutes celles et ceux qui étudient le théâtre ou qui ont envie d'en faire, on trouve dedans des choses extraordinaires. Bon, alors je vais donner un exemple pour moi. Il se trouve que j'ai monté Extinction il y a 2 ans de Thomas Bernhardt, et là-haut, il y avait le surtitrage français de l'Extinction mise en scène par Christiane Loupa il y a quelques années ici. C'est des trésors. Et donc cette librairie, je le dis, elle accueille chacune et chacun sur rendez-vous. Je vous invite à y aller. Avant d'accueillir les artistes de la saison, je veux vous dire un mot très important pour moi. Le travail qui sera le mien ici se fera dans la suite du très grand projet qui a été celui de Stéphane Braunschweig et de Didier Juillard. Un projet qui a permis à un grand nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes, et j'insiste, de jeunes femmes, français et françaises, d'accéder à la visibilité qu'offre un théâtre comme celui-ci, à de grands plateaux, et
en faisant un programme, Stéphane et Didier, dont les choix ont toujours été courageux et ouverts au partage. Il y a certains noms qui sont familiers à vos oreilles, le mien bien sûr, mais je peux parler de Caroline Guélen-Guyenne, de Sylvain Creusevaux, de Tiphaine Raffier, de Julie Duclos, de Camille Dagen et d'Emma Depoix, de Guillaume Vincent. Tous ces noms-là, sans doute résonnent à vos oreilles parce que Stéphane et Didier ont eu les courages de vous présenter ces artistes, de croire coûte que coûte à votre curiosité. Je les remercie et c'est à la même curiosité que je ferai appel. Je suis heureux de vous rejoindre. Attendez, ça vient après, juste après les applaudissements. Non, parce que là, c'est un peu émouvant après, juste après. Je suis heureux de vous rejoindre, heureux ce soir d'être face à vous qui êtes fidèles au théâtre depuis longtemps, à celles et ceux qui sont ici pour la première fois, à des jeunes gens perdus dans Paris qui poussent la porte plein de doutes et de joie. Bienvenue à l'Odéon, bienvenue au Théâtre de l'Europe et merci de m'accueillir parmi vous. Et je vous demande maintenant d'accueillir Tania Beyeler et Pablo Gisbert, Marie-Josée Malice, Eddie Daranjo, Suzanne Kennedy, Ibadet Ramadini, Sylvain Creusevaux, Samira Elagoz, Marcus Horn et Ivo Vanov. Il y a 2 ans, j'étais en vacances à Barcelone et je me suis retrouvé au Musée d'art contemporain de Barcelone et j'ai vu une exposition qu'a consacrée une très grande artiste marocaine qui s'appelle Bouchra Khalili, au sujet d'un groupe théâtral qui s'appelle le Mouvement des Travailleurs Arabes ou Al-Asifa. Ce groupe théâtral a produit des spectacles en très grande partie complètement improvisés, qu'il jouait dans les usines, dans les lieux non théâtraux, dans les années 70. Il se composait de travailleurs et d'étudiants issus de l'immigration maghrébine et des banlieues. Quand j'ai vu cette exposition, faisant du théâtre depuis un petit moment déjà, j'ai appelé pas mal de gens et j'ai dit « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, de ce groupe ?» J'ai appelé Sylvain notamment, c'est vrai, et personne ou presque personne n'avait entendu parler de cette histoire. Je vous parlais tout à l'heure, en vous parlant de quelle putain d'histoire du théâtre parle-t-on, d'une histoire oubliée, cachée ou méconnue. Ce groupe est une des choses vraiment importantes de notre histoire récente du théâtre. Et Bouchra Khalili, par un travail de documentation, de reenactment, c'est-à-dire une façon de reproduire avec de nouvelles voix ces paroles-là, elle fait un travail qui est à la fois plastique, vidéo, documentaire, qui est absolument magnifique. Quand je suis arrivé à la direction de l'Odéon, j'ai tout de suite voulu que ce travail-là soit présenté. Et il se trouve qu'en en parlant avec le Festival d'automne, le désir était tout de suite partagé, ils avaient la même envie. Et donc, Astérisme figure 2 sera une partie, je vais le dire autrement, les ateliers Berthier vont s'ouvrir la saison prochaine en étant un musée. Pas de gradin. Et vous allez pouvoir visiter une partie de l'exposition de Bouchra Khalili. Les autres parties seront au Théâtre de Gennevilliers, au T2G, ainsi qu'au Théâtre de la Ville. Je vous invite vraiment à venir, c'est une artiste extraordinaire. Les week-ends, autour de ça, il y aura des débats, des rencontres, des visites guidées, ainsi que des concerts probablement dans la cour des ateliers Berthier. Ce sera du 2 octobre au 26 octobre, en partenariat avec le Festival d'automne et avec Art Basel Paris. Eh bien, on continue. Le passé. C'est un spectacle qu'on a déjà présenté ici. Et la chance veut que... Donc c'est un spectacle de moi. Hein. Non, mais bon. La chance veut que le Festival de Salzbourg nous propose de reprendre ce spectacle, ainsi que le Centre Onassis d'Athènes. Et j'ai trouvé important pour moi de vous montrer ce spectacle, qui est sans doute pour moi le spectacle le plus important de ma vie, de me présenter à vous avec ce spectacle. Certains d'entre vous et certaines l'ont vu, d'autres pas encore.
je vous dis ça en 2 mots, parce que j'ai dit qu'il fallait qu'on aille vite. En 2 mots, il y a quelques années, j'ai appelé le traducteur André Markovitch, le grand traducteur du russe, en lui disant « Je veux faire un spectacle sur la fin du monde et la fin du théâtre. Est-ce que tu aurais un écrivain russe du genre Tchekhov, mais un peu plus triste ?» Et il m'a dit « J'ai même un mec complètement fou à te faire lire, que personne ne veut monter, et c'est ce Léonid Andreïev. » Et vous le verrez, c'est une écriture, le spectacle déploie vraiment l'écriture d'Andreïev. Le cœur, c'est une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Ekaterina Ivanovna. Mais tout autour, il y a plusieurs textes. Et vous verrez, c'est une écriture tout à fait étrange parce que parfois elle touche du côté de Tchekhov, d'une forme de naturalisme, et parfois elle touche du côté des mouvements qui vont venir ensuite dans l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire le symbolisme, le surréalisme même d'une autre manière. C'est une écriture étrange, bouleversante. Je dois dire que j'ai de la chance de faire ce spectacle avec un groupe d'acteurs et d'actrices extraordinaires. Et je suis hyper heureux d'ouvrir la saison avec ça et de me représenter ou me présenter à vous avec le spectacle. Ça dure 4h20 tout de même. C'est pas fini, hein. Ce sera du 13 septembre au 4 octobre ici à l'Odéon 6e. Je continue avec, toujours ici dans l'Odéon 6e, Onda Romance. C'est le nouveau spectacle de Vima Laponce. Vima Laponce, je ne sais pas bien comment définir qui est cet artiste. C'est, vous savez, en ce moment, alors, on parle beaucoup de performance, ce qui veut tout et rien dire. Elle, on pourrait dire que c'est une performeuse. Elle a étudié au Conservatoire national d'art dramatique, elle a étudié au Centre national des arts du cirque, elle fait du cinéma, elle porte des choses sur sa tête, et elle est une performeuse, une actrice extraordinaire. On a voulu aussi, ça c'était important pour nous, la présenter non pas aux Ateliers Berthier, qui est le lieu généralement dédié aux écritures plus contemporaines, mais ici, devant vous, à l'Odéon 6e. Vimala, elle a commencé son travail en 2016 avec sa compagnie qui s'appelle Tout ça que ça, avec Thiriaka Arrivel. Elle a fait notamment 2 spectacles, Grande et le périmètre de Denver, et là, elle va vous parler de Onda Romance qu'elle va faire ici. Bonjour, je m'appelle Vima Laponce, j'ai 42 ans, je fais 63 kg, 1m69 et demi et je chose du 38 et je vais présenter Onda Romance sur la musique de Rebecca Warrior, Thiriaka Arrivel, Fiona Mombay et Romain Louveau et avec 9 chanteuses, 9 chanteurs et 9 chanteuses qui sont merveilleux. C'est une pièce qui est à la croisée du stand-up, de l'haltérophilie, de la comédie musicale et du déséquilibre émotionnel. Ça va de Adam Sandler à Sénèque, de Pandore à Lia et de Sioran à Ben Stiller. Mon travail depuis très longtemps, il est sur le déséquilibre. J'ai porté pendant plus de 18 ans des objets sur ma tête, de tailles très différentes, de 10 cm à 5 mètres. Cette fois, je m'attaque plutôt au déséquilibre émotionnel. Je pense que ma pratique physique de l'équilibre m'a permis de comprendre qu'en fait, l'équilibre n'existe jamais. C'est tout le temps un rétablissement constant du déséquilibre et que c'est un peu comme le bonheur. C'est plus la recherche, en fait, du bonheur qui est intéressante plutôt que de l'atteindre. C'était une phrase yogiti. La pièce est écrite en 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est un satellite qui prend la parole. Un satellite Onda, parce que Onda va lancer en 2030 des satellites dans le ciel. Le deuxième mouvement, c'est un passage en revue de 200 émotions, le plus vite possible, un peu comme un feed Instagram. Et ce passage en revue de 150 émotions, 200 émotions que j'écris depuis 6 ans, comme une grande partition, va être enregistré par un casque d'électroencéphalogramme. J'aimerais recueillir toutes ces données pour les donner à l'issue du spectacle à une intelligence artificielle. Puisque finalement, c'est la seule chose qui manque à l'IA pour se développer vraiment, c'est l'émotion. Et le troisième mouvement, c'est les 10 chanteurs et 10 chanteuses qui font un ballet incessant sur le plateau, en chantant, a cappella. À travers ces 3 mouvements, c'est 3 manières différentes de traiter l'émotion et la pièce, elle se veut être une grande fresque et peindre les sentiments qui appartiennent à tous les cœurs.
C'est pour ça aussi qu'on passera du sublime au grotesque, de l'humour à la complaisance, de la vulgarité à la poésie. Et ben donc voilà, le spectacle il sera présenté en octobre dans le cadre du festival d'automne. Et il va être génial. Du coup, bah venez. Et gros bisous. Attends, n'importe quoi. Le spectacle de Vimala donc, est prévu pour durer 1h15. Il sera accueilli, comme elle l'a dit, dans le cadre du Festival d'automne du 14 au 26 octobre à l'Odéon 6e. Je continue avec La Luz de un Lago du duo espagnol Conde de Torrefiel. Pardon pour l'accent, hein, vous m'en voulez pas. Ok. De Tania et Pablo. Je vais vous dire juste, avant de leur donner la parole, pour moi, c'est vraiment, ce que font Tania et Pablo, c'est vraiment une des expériences théâtrales les plus passionnantes de ces 10 dernières années. C'est vraiment des artistes qui réinventent le théâtre dans une zone qui, moi, me touche, c'est-à-dire que je ne sais pas si beaucoup de gens parleraient comme ça, mais pour moi, c'est à la fois une zone du sensible de manière extrême et en même temps une zone de la littérature. Vous savez, moi, je crois dans cette idée que quand on va au théâtre, on cherche évidemment la communion et le fait d'être ensemble, mais je crois aussi que certaines expériences de théâtre nous ramènent à nous-mêmes, à notre intériorité. Le théâtre qu'ils font tous les deux, pour moi, quand je suis dans la salle, produit cette sensation de lecture au milieu de la nuit. Quand on est vraiment avec le livre, avec la langue. Le spectacle qu'on accueille ici s'appelle La Luz de un Lago. Peut-être, Tania et Pablo, avant de parler du spectacle, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, même si j'ai déjà commencé à le faire, les spécificités de votre travail? Bonsoir, moi c'est Tania, lui c'est Pablo. Alors, par rapport au travail, nous travaillons beaucoup, comme Julien a dit jusqu'avant, avec la littérature, avec le texte, pas d'une façon dramatique classique dans le cadre du théâtre, mais toujours dans une façon plus littéraire ou finalement peut-être philosophique. Mais ça toujours travaille ensemble à des autres éléments qui sont carrés dans la convention théâtrale, c'est très important. Mais nous travaillons toujours avec chorégraphie, son et texte. Ce sont les trois pattes de notre travail. Même si dans les dernières années, le texte est toujours très important, c'est un peu le battement du cœur de la pièce, mais on a toujours une vision de la création très rythmique, très musicale. Et le son, peu à peu, a devenu un élément très important pour écrire la dramaturgie du spectacle, les énergies fantasmales qui traversent les histoires qu'on veut raconter ou les matérialités qu'on veut mettre sur scène. Et c'est pourquoi que dans La Luz d'un Lago, on est arrivé au moment de se poser la question: comment est-ce qu'on fait une pièce de théâtre où le son c'est plus important que l'image, où le son peut vraiment générer des images, où le son peut être l'éditeur final de ce qu'on voit ou on ne voit pas sur le plateau. C'est pourquoi qu'en scène, on a travaillé une chorégraphie des matériaux, et une chorégraphie des matériaux avec des corps et des décors qui généraient des images très liminales, mais que le son et la parole définissent finalement, et surtout dans l'esprit du spectateur. Je vais juste ajouter une chose, parce que c'est quand même une chose importante. Le spectacle que vous allez voir ne se déroule pas... Enfin, le spectacle se déroule sur la scène, mais vous ne serez pas assis ici. Vous serez assis de l'autre côté. C'est une expérience qui a déjà été faite à l'Odéon il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années même. C'est-à-dire que vous serez invité, le public, à être assis sur des gradins qui feront face à ce que moi je vois là maintenant, quoi, et que vous ne voyez généralement pas. Est-ce que, sans raconter toute l'histoire de La Luz de un Lago, est-ce que vous pouvez raconter un peu comment se structure peut-être l'histoire d'un... Oui ?
Et on a parlé un peu de la forme et maintenant on va parler du contenu. Et c'est très simple, je crois. Et ce sont 4 histoires d'amour qui ont une sous-section comme une matrioska. Oui, les poupées russes, c'est ça. Alors c'est une histoire, dans une autre histoire, dans une autre histoire. Ce sont 4 histoires d'amour dans 4 villes différentes de l'Europe, en 4 moments historiques différents, qui ça va de 1995 jusqu'à 2036. Alors d'un passé très récent à un futur très proche. Et cette 4 histoires, aussi on a utilisé un dispositif qui touche toutes les possibilités aux formes théâtrales. On commence avec l'idée que La Luz d'un lago, c'est un film, et après il y a un concert, alors de la musique, après il y a un cinéma à Athènes, et après il y a un opéra. Et finalement, on retourne au théâtre. Ça, c'est le voyage. La Luz de un lago, ça dure 1h30, ce sera du 4 au 16 novembre à l'Odéon 6e, mais sur le plateau de l'Odéon 6e. On continue avec Pétrole. Alors, Sylvain Creusevaux et le théâtre de l'Odéon. 2006, Bâle. Bon, je passe certains événements. Non, pourquoi ? Funeste. 2018-2021, Dostoïevski, Les démons, Le Grand Inquisiteur, Les Frères Karamazov, puis Edelweiss, France Fascisme, L'esthétique de la résistance. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point, à la fois, le théâtre de l'Odéon est attaché au travail de Sylvain Creusevaux et à quel point aussi j'admire cet homme et son travail. Et à quel point je pense que c'est une joie pour tout le monde ici de retrouver Sylvain dès la saison prochaine, cette fois avec Pasolini et Pétrole. Bah, tu peux nous en parler alors, hein. Merci beaucoup, Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Pétrole, c'est le... J'ai jamais vu autant de monde à une présentation de saison. Qu'est-ce qui se passe ? Pétrole, c'est le dernier roman, c'est le dernier travail, enfin un des derniers travaux que Pasolini commence avant d'être assassiné dans la nuit du 1er novembre au 2 novembre 1975. En novembre prochain, ça fera 50 ans. Il commence à travailler sur ce roman au printemps 72. Vous connaissez sans doute Pasolini plus par ses films, je pense, enfin je ne sais pas, que d'autres arts qu'il a pratiqués. En 72, quand il commence Pétrole, c'est au moment où il tourne la trilogie de la vie. Le Décameron, les Contes de Canterbury, les 1001 nuits. Et puis il fera en 74-75, Salo, ou les 120 journées de Sodome. Il est extrêmement célèbre dans les années 70 pour ces films-là. Et il commence à travailler Pétrole en 72. Pétrole, c'est ce livre aujourd'hui qu'il écrit sous forme de notes, appunti en italien. C'est un livre qui est composé de 180-200 notes, des notes qui peuvent aller d'une page et demie, 2 pages, à une dizaine, une vingtaine de pages. Et ça scrute une vingtaine d'années de l'histoire de l'Italie. Disons les années de l'histoire de l'Italie qui mêlent et le miracle économique, le passage de la société italienne dans la société de consommation, c'est-à-dire toute cette période qui va aller de la fin de la guerre, la fin du fascisme mussolinien, la démocratie chrétienne au pouvoir, les années 50-60, la modernisation express de l'Italie, qui était un pays de l'Europe occidentale qui était resté moins développé que la France, que l'Angleterre, que l'Allemagne au début du XXe siècle. Donc, extrême et express modernisation de l'Italie, et en même temps, histoire, vous savez, de ces luttes politiques à partir de la fin des années 60, extrêmement sanglantes, avec toutes ces années qui voient une stratégie de la tension de la part du gouvernement italien, de la part de l'État italien,
et ce qu'on appellera plus tard aussi ces périodes les années de plomb, avec pendant quelques années des luttes à l'intérieur de la société italienne, un régime italien en crise, et par son extrême gauche et par son extrême droite, et un jeu de l'État italien pour essayer de se maintenir dans ce qu'on appellera une technique de gouvernement qu'on appellera la stratégie de la tension. C'est cette séquence historique que Pasolini va raconter. Alors il ne va pas le raconter n'importe comment. Il va le raconter en fixant son attention sur un personnage qui s'appelle Carlo Valetti. Carlo Valetti est un ingénieur qui travaille chez l'ENI. L'ENI, c'est la Société nationale des hydrocarbures italiens. Une sorte de Total nationalisé, si vous voulez, à l'époque. C'est une immense entreprise qui est née sous le fascisme, sous le nom d'Agip. Vous connaissez Agip, c'est le lion, c'est à 6 pattes, là. Et qui va devenir Eni, qui existe encore aujourd'hui. C'est une immense société nationale des hydrocarbures. Et Enrico Mattei, son président, va développer dans les années 60, dans les années 50 et 60 cette entreprise. Et son avion va tomber en 62. C'est à partir de cet avion qui tombe qu'on va découvrir notre personnage, Carlo Valetti, ingénieur chez l'ENI. Et la particularité de ce roman, c'est qu'au début du roman, Carlo Valetti est divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y a, comme chez Pasolini, souvent il le fait, il y a une division de l'homme en deux. On va suivre d'un côté un Carlo numéro 1, on va suivre son chemin vers le pouvoir, son ascension au sein de cette entreprise, qui est le symbole de ce miracle économique, de ce tout pétrole, de cette nécessité d'extraire la ressource finie pour produire cette croissance infinie, qui est le rêve du libéralisme occidental, et de l'entrée de cette société de consommation, les biens pour tous, la démocratie marchande, etc. On va suivre ce personnage au sein des aventures de pouvoir, les compromissions, les corruptions, les liens avec les néofascismes, avec les attentats. Et donc c'est une histoire, presque une enquête policière qui montre comment on peut s'élever dans la société. Et puis un Carlo II. Un Carlo II qui est le Carlo des pulsions, le Carlo des sans-interdits, le Carlo sexuel, qui vit une vie dans les faubourgs, une vie en dehors de l'histoire, en dehors de l'histoire qui combat pour essayer d'obtenir cette croissance, qui ne veut pas, qui ne rentre même pas dans cette logique marchande ou cette logique politique. C'est comme si on était avec l'être de pulsion, l'être libre finalement. Et c'est une manière de dissociation. On a un personnage dissocié. Et donc on suit deux voyages à l'intérieur de la société italienne à travers ces deux personnages. Ça raconte assez bien l'ambiguïté de Pasolini. Ça raconte assez bien cet homme très célèbre d'un côté, qui a fait les films qui l'ont rendu immensément célèbre, qui a écrit les romans, qui a écrit son théâtre, qui a écrit les poésies. Et puis la part moins connue, plus inquiète, plus ambiguë de cet homme Pasolini qui a une vie sexuelle dans les terrains vagues, la nuit, dans les faubourgs de Rome, dans les gares. Et cette dissociation dans son personnage est une manière aussi projetée de raisonnement sur sa propre vie. Et en poète et en toute sincérité, de manière de se présenter comme ça au monde, avec la possibilité d'être très attaqué. Il était extrêmement attaqué, Pasolini, durant sa vie. Il a un nombre de procès très important. Il représente en même temps un saint très célèbre que les gens s'arrachent, et en même temps, il représente un démon, un pervertisseur de la société italienne. C'est cette ambiguïté-là sur laquelle se fonde le mouvement organique, absolument vivant de son écriture, de sa vie, la critique absolument acerbe de cette société de consommation dans laquelle il entre et dont il voit en elle un génocide. Une manière pour la société capitaliste de détruire les formes de vie populaires, la classe prolétarienne, les ouvriers, le lumpenprolétariat, toutes ces classes, tous ces corps qu'il aime, avec lesquels il veut vivre, avec lesquels il vit la nuit, qu'il veut toucher. Vous savez, chez Pasolini, l'accès à la connaissance ne peut être que réellement vécu, physique. Et il essaye lui-même de vivre de cette manière-là. Il voit sa société détruire ses formes sociales et il en a un profond dégoût et en même temps une force décuplée pour le combat. Voilà,
Bah merci. Merci Sylvain. Ce sera ici dans le 6e arrondissement entre le 25 novembre et le 21 décembre. Je le dis aussi, c'est avec une très très belle bande d'acteurs et d'actrices qui pour beaucoup ont déjà travaillé avec Sylvain. Et on est heureux de le retrouver ici. J'ajoute aussi que ce spectacle, tout comme La Luz de un Lago, sont accueillis dans le cadre du Festival d'automne. Je continue. D'abord avec une annonce à vous faire, très importante. C'est ça. C'est que, vous l'ignorez sûrement, certains d'entre vous et certaines le savent sans doute, en 67, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault créent dans une petite salle qui est sur le côté, ce qui est par là, ou par là, me dit-on en régie, un petit théâtre qu'ils vont appeler le Petit Odéon. Dans ce lieu-là, alors ils l'ouvrent avec 2 textes de Nathalie Sarraute, Le secret et le mensonge. Nathalie Sarraute qui est vraiment une autrice contemporaine à ce moment-là. Et leur travail va être d'y accueillir les auteurs et les autrices contemporaines. Ce qui n'était pas possible à ce moment-là sur la grande scène de l'Odéon. Coltès y est passé, Lagarce, Müller, des Hallowers. En arrivant ici, on avait envie de faire renaître ce petit Odéon et de l'occuper. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à 18h, pendant 4 mois de la saison, entre novembre et février, Marie-Josée Malice et son équipe vont occuper ce lieu et vous proposer presque chaque jour de la semaine, à 18h, une forme d'1 heure pour une 50aine de personnes, dans un rapport, moi je suis passé rapidement en répétition, dans un rapport d'une proximité complètement hallucinante. Marie-Josée Malice, une metteuse en scène très importante pour moi. Le théâtre qu'elle propose, textuel, étrange, me met à chaque fois, et je ne suis pas le seul du tout à vivre ça, dans des états émotionnels et de rapport à la littérature qui sont extraordinaires. L'inviter ici pour travailler dans ce lieu, justement de la proximité, était une chose qui nous semblait extrêmement importante. Marie-Josée, c'est quoi cette histoire de petit Odéon ? Et qu'est-ce que tu vas y faire avec ton équipe ? Bonsoir. Merci Julien. Oui, le petit Odéon, donc c'est vraiment pour moi comme une double ou multiple victoire, parce que moi j'ai toujours plaidé pour qu'au sein de l'institution soit recommencée l'histoire des studios. On sait tous que l'histoire du théâtre, elle a été alimentée, stimulée par la présence de studios au sein des grandes institutions. Les studios, ce sont les lieux où on étudie les formes nouvelles, où on les propose, où on peut travailler comme ça dans un pacte de confiance. On peut travailler une carburation théâtrale, expérimentale, particulière, intense. Et on peut quand même regretter que cette histoire des studios, petit à petit, ait disparu des institutions. Donc déjà, ça c'est la possibilité que tu nous donnes de contribuer à ce réveil des studios. Alors, les théâtres de poche, les studios, donc, proposent en effet la possibilité d'assister quasiment accru, comme ça, dans un rapport sans filtre, aux effets de réel qui sont propres au théâtre. Je veux dire, on est à 1 mètre des acteurs et des actrices, et on les voit travailler, ce qui, donc pour moi, est le propre du théâtre, à savoir un bricolage, une anormalité des corps parlants, et un bricolage avec les signes pour nous permettre de traverser ce que c'est que l'angoisse de vivre sans avoir la garantie que notre existence soit justifiée ou ait un sens. Donc on voit comme ça des gens qui sont envoyés par l'humanité, les actrices et les acteurs,
pour traverser cette angoisse du sens et fabriquer devant nous des possibilités. Presque témoigner de ce qu'est l'humanité quand elle a le courage de se confronter au non-sens, au tragique, etc. Alors, au Petit Odéon, alors, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un lieu très beau. C'est un salon d'apparat avec des peintures murales de style Puvis de Chavannes, etc. Nous sommes regardés par Célimène, Alceste, je ne sais quoi. Et ce lieu est aussi ouvert sur la rue. C'est un lieu qui a des fenêtres, grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Il y a comme ça, comme une espèce de charme kitsch. Et nous avons décidé, avec mes actrices et mes acteurs, de développer un petit répertoire, à savoir que nous sommes en train de travailler sur 3 pièces qui sont issues de matériaux théâtraux, pas tous théâtraux, mais étranges. Alors pour aller vite, je voudrais partager avec vous un credo. Je crois que nous sommes à un moment de grande dislocation du sens, un moment de craquage de la civilisation, où notre rapport à tous les paramètres de l'existence est en train de voler un éclat, ce rapport. Et je crois en effet que ce sont des périodes à la fois dangereuses et extraordinaires, où les gens ont besoin de reconstruire des imaginaires, en fait. Ont absolument besoin de refonder leur rapport aux symboles, aux signes, ont besoin presque de remythologiser leur rapport à l'existence. J'ai monté l'année dernière une pièce de Pirandello, Les Géants de la Montagne, qui explique que dans des périodes comme ça, où les gens ont absolument besoin de se raconter leur existence par le biais de la fiction, des mythes et de l'imaginaire, dans cette pièce, Pirandello dit que souvent, ceux qui comprennent très bien ça et qui le font très bien, ce sont les fascistes. Les fascistes savent très bien fournir au peuple les mythes, les interprétations imaginaires dont les gens ont besoin. Et les grands poètes comme Pirandello, Schiller, etc., disent qu'il ne faut absolument pas laisser cette fabrication de l'imaginaire dont les gens ont besoin, il ne faut absolument pas le laisser comme avantage ou apanage des forces morbides. Il faut que les artistes contribuent aujourd'hui urgemment à nourrir, mais aussi ouvrir la porte de ces imaginaires. Donc moi, les pièces que j'ai décidé de travailler sont des pièces extraites de textes de D.H. Lawrence, de Hugo von Hofmannsthal et de Schnitzler. Il y a une pantomime, il y a l'adaptation d'une nouvelle de D.H. Lawrence, il y a un texte de Hofmannsthal sur la peinture de Van Gogh. Et chacun de ces textes essaie de faire le procès de la modernité comme finalement civilisation qui aura tué notre accès à l'esprit et au sensible. Et en même temps, face à cette perte d'humanité, cette déshumanisation, chacune d'elles propose une voie nouvelle, qui est évidemment une voie, totale à chaque fois, au sens où et l'esprit et le corps et la capacité poétique de fantasme, la capacité de poétisation de l'existence sont convoqués à plein régime et de manière radicale. Alors on essaiera de présenter ça sous la forme d'un petit répertoire d'1 heure, à chaque fois avec 10 jours une pièce, puis 10 jours l'autre, puis la première reviendra, enfin si tout va bien. Et en tout cas, merci Julien, merci. Donc ça s'appelle Palaksh Palaksh, pièces élémentaires. Ce sera du 26 novembre au 14 février. Ça durera 1 heure. Et pour que les choses soient claires, vous pouvez voir ça seul ou accompagné, mais je veux dire,
un spectacle de Marie-Josée et de son équipe à 18h, ou voir un spectacle à 18h, aller boire un verre au bar et voir les spectacles qui seront présentés dans cette salle à 20h. Je continue avec Musée Duras. Musée Duras, c'est un miracle un petit peu, c'est-à-dire que j'ai été invité il y a 1 an et demi maintenant à travailler avec le conservatoire. Il se trouve que d'ailleurs au début, vous savez, les classes du conservatoire sont composées de 30 élèves et normalement vous travaillez avec 15 élèves. Et il se trouve que comme Sylvain, ici présent, était l'autre personne qui travaillait au conservatoire, on s'est dit on va prendre les 30 élèves en même temps. Ce qui a été un choix curieux. Ok. Et donc, au bout d'un moment, on s'est séparés en deux. Sylvain a travaillé sur Müller, puis sur Pasolini, et moi, je me suis concentré sur Marguerite Duras. Et Sandy Ouvrier, la directrice du conservatoire, m'a demandé de revenir l'année suivante pour faire une forme, qui est une forme, si vous voulez, un atelier au conservatoire qui a une finalité, mais qui n'est pas non plus un spectacle. On l'a présenté dans la salle Jouvet du conservatoire, et on était tellement émus de ce qu'on voyait, de ce qu'on les voyait faire, qu'on a eu envie de reprendre cette forme. Musée Duras, c'est 10 heures de Marguerite Duras. Donc, faut aimer Marguerite Duras. C'est divisé en 5 parties de 2 heures. Vous pouvez voir une partie, 2, 3, 4, 5 parties. Faire évidemment toute la traversée avec nous. J'essaye de ne pas donner les textes qui sont dans le programme, ni l'ordre, pour que ça puisse être une surprise. Ce que vous allez voir, ce sont des courtes performances, entre 20 minutes et 1 heure, d'acteurs et d'actrices incroyables sur l'œuvre de Duras. Il peut y avoir des pièces de théâtre, je vous en donne une ou deux, mais il peut y avoir, par exemple, la musique à deuxième est présente, une pièce méconnue qui s'appelle Susanna Handler est présente. Il peut y avoir des textes théoriques, notamment un texte magnifique qui parle du théâtre, un autre qui s'appelle l'exposition de la peinture. Il y a aussi il y a la menthe anglaise dedans. Il y a des monologues, comme ce texte qui s'appelle L'homme atlantique, par exemple, ou La maladie de la mort. Bon, j'en ai déjà donné un paquet, vous voyez. Ce spectacle, on va le reprendre, on va le créer là, au Printemps des Comédiens à Montpellier. On le montrera ensuite au Wiener Festwochen à Vienne. Et on le présentera à Berthier. Une petite chose à vous dire très importante, c'est le dispositif. Parce que ça s'appelle Musée Duras, parce qu'on rentre complètement dans une œuvre, mais aussi parce que c'est un dispositif qui bouge. C'est-à-dire que vous allez être soit en bifrontal, soit en trifrontal, soit en quadrifrontal, soit allongé sur le plateau, soit debout. Et vous ne savez pas bien quand c'est dans le spectacle, donc vous verrez bien. Ce sera aux ateliers Berthier du 9 au 30 novembre, et je vous invite vraiment à découvrir ces, j'aime pas dire jeunes acteurs et jeunes actrices, on va dire ces acteurs et ces actrices qui sont absolument incroyables et que je suis sûr vous allez adorer. Du 9 au 30 novembre, Musée Duras aux ateliers Berthier. Je continue avec The Work, qui est un spectacle de Susanne Kennedy et Marcus Selg. Susanne est ici avec une de ses actrices, Ibadette. Et Susanne Kennedy, elle est venue à l'Odéon, je crois que c'était la saison dernière, Susanne, l'année dernière. It was last year, yeah. Avec un spectacle qui était le 2e volet d'une trilogie consacrée à des figures féminines. Susanne Kennedy, c'est pour moi une des plus grandes artistes européennes. C'est une artiste dont il est important pour moi de dire qu'elle fait véritablement avancer les formes en Europe aujourd'hui. Beaucoup de choses que vous pouvez voir, y compris ici en France, sont inspirées aussi de pratiques avec le travail qu'elle fait sur la voix, le travail qu'elle fait sur les masques, le travail qu'elle fait aussi avec qu'est-ce que c'est que la littérature théâtrale aujourd'hui. Susanne a une influence extraordinaire sur nous toutes et nous tous. Moi, ça fait longtemps que je l'admire. Elle est venue donc ici avec le 2e volet d'une trilogie consacrée aux figures féminines. Et là, vous allez voir, accompagnée par une partie de l'ensemble de la Volksbühne de Berlin,
la troisième partie qui s'appelle The Work. Peut-être, Suzanne, est-ce que tu peux, pour les spectateurs qui n'ont pas vu tes spectacles, peut-être raconter dans quel type de dispositif, et spécifiquement sur ce spectacle-là, quel dispositif est mis en jeu avec les spectateurs? So thank you very much for inviting us. It's very special to be here. The work is also a very special work for me. I think there comes a point in life as an artist where you have to watch out that the work doesn't eat you up. Maybe so after 40 or something, you have to start thinking about it. Yeah. So you want to translate? Yeah. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités ici. C'est très spécial pour moi d'être ici. Je suis très touchée. Et en fait, le Work, c'est aussi un spectacle qui me tient à cœur, qui est spécial pour moi. Parce que je pense que dans la vie de tout artiste, il y a un moment où il faut faire gaffe à ce qu'on ne soit pas mangé par son propre travail. Ça vient peut-être après 40 ans. So the work is about an artist called Xenia, kind of alter ego, I would say, and she puts a retrospective of her own work on stage, so very immersed in her own work, and it is a kind of magnum opus, you could say, and it is actually pieces of Marcus, my partner, and I, of our old work put together on stage. But it is Xenia, a kind of artist director, who puts on the installation. And as an audience, you can actually come and walk through the installation and experience it yourself. Donc, le Work, ça traite du travail d'une artiste qui s'appelle Xenia, qui est une espèce de alter ego pour moi. Elle met en scène une rétrospective de son travail, c'est très immersif, et quelque part, c'est son magnum opus. En fait, l'art sur scène, c'est une collection des anciennes œuvres de mon partenaire Marcus et moi. Mais c'est présenté c'est mis en scène par Xenia. Et en fait, les spectateurs, les spectatrices peuvent déambuler dans ce décor. So Xenia has little scenes in her work that are being shown as from parts of her life. And she does a casting. So at the beginning of the work is a casting from people who are going to be part of the work, not the audience, these are actors, and they are being cast as her father, her mother, and actually herself. But she doesn't know that yet because the work knows more about herself than she does. And this tends to happen at some point, I think, in an artist's life, that you think you know a lot, but actually the work knows more about you than you ever will. Donc, dans la pièce, il y a des scènes, des petites vignettes de la vie, le travail de Xenia. Et au tout début de la pièce, elle passe une espèce de casting. Donc, elle fait des auditions pour des acteurs qui vont jouer son père, sa mère et elle-même. Mais en fait, elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce que le travail en soi est plus au courant de sa vie qu'elle-même. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive aux artistes parfois. Leur œuvre contient plus d'informations sur l'artiste que l'artiste connaît consciemment. Yeah, so the work starts to haunt her, and it is because I think she has never actually really looked at her own blind spots, but the work knows them, and it starts to
to go after her. So what happens is that scenes from her life start looping, and like a traumatic event that happened when she was 13, it's like it starts to appear everywhere within the work, and in a way haunts her. And suddenly she discovers that on stage we have a room that we call the death room. She's actually dying during this whole piece, and so it is in a way that moment in your death where parts of your life come back to you. And we have like different Xenia's alter egos, and Ibadet, who's with me here, plays one of them, and she spends a lot of time in the death room. And maybe you can talk about the death room a bit after. Yeah. En fait, Xenia, elle est hantée par son propre travail parce qu'elle n'a jamais vraiment examiné des points aveugles dans sa vie. Elle n'est pas consciente de certains trucs, certaines choses que l'œuvre sait. Et donc, elle est en quelque part poursuivie par ces points aveugles, poursuivie par le travail, et elle rentre dans des espèces de boucles. Par exemple, il y a un traumatisme qu'elle a subi à 13 ans, et ça commence à la hanter. Elle le voit partout. Et en fait, sur scène, il y a aussi une pièce spécifique qu'on appelle la pièce de mort, parce qu'en fait, Xenia est en train de mourir. Donc, ce qu'on voit là, c'est la partie de quand on meurt, et on voit une espèce de rétrospective de notre propre vie. Et sur scène, il y a plusieurs Xenia. Et Yvabet, elle joue une des Xenia qui passe beaucoup de temps dans la chambre de la mort. Maybe, Ibadet, you can say to us how it is to play in the show of Susanne. I can tell you that I have died 1,000 deaths, as well as in the form of Xenia, as in the form of a performance artist, because that identity is totally taken away from you when you work with Susie on that piece. So once you put on the mask, you let go of the idea of the conservative idea or the conventional idea of performance, because you really have to step back as a performer to serve an idea that is goes beyond a performance of one person. It's an ensemble piece, and so you basically, your heart beats to the pulse of the whole ensemble, and you carry an idea that is the work of Susie Kennedy. And oh, sorry, it's time for this amazing Merci. translator. C'est vrai que moi, j'ai vécu 1000 morts à la fois comme Xenia et comme une artiste performeuse aussi. Parce que quand on fait ce genre de travail, on enlève son propre identité. Et quand on met un masque, il faut lâcher une idée traditionnelle, conventionnelle de la performance et se mettre au service d'une œuvre, au service d'une idée et au service de l'ensemble, parce que c'est une pièce de l'ensemble. Et en fait, on a le cœur qui bat en rythme avec l'ensemble et on porte l'idée, en l'occurrence l'idée de Susie Kennedy. Elle est incroyable. Non, pas toi, elle. I would like to say maybe sometimes I think like I'm an apprentice of a Kung Fu master who is ordered to do very simple tasks like catching the water, sweeping the floor, and standing still on one foot, and really letting go of what you would like to do on stage. And by that, actually, you know, losing your mind and finding something else instead.
parfois je sens comme si je suis l'apprentie d'un maître de kung-fu et je fais des choses très simples comme aller chercher de l'eau ou faire passer le balai ou se mettre debout sur une jambe. Et donc, il faut lâcher l'idée qu'on a de ce qu'on veut faire avec une performance et se perdre dans ce travail. And at the end, I want to say that we, as the ensemble, make space for the audience to come in and join the soul experience. And I'm looking forward to doing so in December then. Thank you. Je voulais dire aussi dernièrement qu'on crée un espace pour le spectateur de venir dans le spectacle et moi j'ai très hâte pour ça en novembre. En décembre. En décembre. Non. Ce sera donc du 16 au 21 décembre aux ateliers Berthier, The Work, et ce sera présenté dans le cadre du festival d'automne. Merci. Alors, donc, c'est temporaire, mais la Comédie Française revient à l'Odéon. Comme vous le savez, l'Odéon, pendant des années, a accueilli la troupe de la Comédie Française, et c'est évidemment une joie immense, pendant le temps de leurs travaux, d'accueillir cette grande troupe, mais davantage encore d'accueillir de nouveau ici le très grand metteur en scène qu'est Ivo Vanov. Ici, il y a eu plusieurs spectacles de présentés, je fais la liste rapidement, mais les tragédies romaines, le Misanthrope, Vue du Pont, qui était une production ici, de Fountainhead, d'Ayn Rand, et la Ménagerie de Verre aussi, qui a été présentée ici en 2020. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai eu la chance immense d'être invité à Amsterdam, dans le théâtre que dirigeait Ivo, à y travailler avec ses acteurs et ses actrices, qui sont parmi les acteurs et les actrices les plus extraordinaires en Europe. Donc évidemment, en arrivant moi-même à la tête de ce théâtre, je suis extrêmement heureux qu'ils reviennent travailler ici, puisque l'Odéon est d'une certaine manière chez lui. Peut-être Ivo, justement parce que je parlais de tes acteurs et tes actrices à Amsterdam, tu m'as dit souvent que travailler avec la troupe de la Comédie Française, c'était quelque chose qui avait été aussi très important pour toi et que tu aimais travailler avec cette troupe-là. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, mais l'histoire c'est un petit peu bizarre parce que j'ai reçu une lettre d'Eric Ruff pour m'inviter, il y a des années, pour m'inviter de faire quelque chose avec la Comédie Française. Et je disais, pourquoi faire ça ? Parce que c'est vieux, non ? Ah, faut que tu rapproches le micro. Oui, mais oui, ok. Mais il ne faut pas entendre ça. Alors, on s'est rencontrés. Et Eric Ruff, j'ai adoré parce que c'était un acteur de Patrice Chéreau, mon idole, dans le théâtre, tout à coup. Et j'ai vu le Phèdre avec lui. Alors, pour moi, c'était un acteur énorme. Et alors, j'ai demandé, OK, Eric, parce que c'était une invitation de faire quelque chose à la Cour d'honneur. OK, mais quoi faire ? Je ne veux pas faire de Shakespeare dans la Cour d'honneur ou ça. Est-ce que je peux faire un film, une adaptation d'un film ? Il a dit immédiatement, oui, mais est-ce que tu as un livre ? Oui, Les damnés de Visconti. Oui, il a dit. C'était fait, dans 2 phrases. Et alors, le premier jour, ça je me souviens aussi, dans des répétitions, tout le monde était là, alors beaucoup des acteurs et actrices, et j'ai fait seulement pendant des heures l'entrée des acteurs. Il entre dans ses habits quotidiens, et alors il se déshabille et s'habille dans les costumes du théâtre. Et j'ai fait ça 10, 12, 14 fois. Et après, ils m'ont dit qu'ils ont vraiment aimé ça. Denis Podalides est venu. On a attendu ça pour faire ça comme ça, parce que c'était de performance art, c'était pas du théâtre. Ils ont compris ça, c'était un coup de foudre pour moi.
Et le dernier, c'est pour moi un des spectacles le meilleur que j'ai fait dans ma vie. Et là, tu vas faire Hamlet avec la troupe de la Comédie Française. Donc finalement, tu vas faire Shakespeare avec eux, contrairement à ce que tu avais dit. Oui. Mais tu le fais avec des très grands acteurs et actrices, mais tu le fais dans une distribution très réduite. Tu peux nous raconter ça ? Oui, parce que j'ai parlé de Patriciello. Patriciello a fait un spectacle d'Hamlet complet, tous les textes fantastiques. Hein. J'ai vu beaucoup de productions de Hamlet. Quand on essaye de faire tout, c'est un désastre. Mais avec Chéreau, pas du tout. Hein. J'ai vu ça au Théâtre d'Asia-Mondier il y a 40 ans maintenant. Alors, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas faire le Hamlet, mais un Hamlet. Un Hamlet réduit. On a réduit sur un tiers du texte. Ça va être dans une traduction nouvelle de Frédéric Boyer. Et on se concentre tout sur le personnage de Hamlet. Et je fais Hamlet de nouveau parce que j'ai essayé de faire tout l'Hamlet il y a des années, dans les années 90, aussi avec des acteurs fabuleux en Hollande, mais pas une réussite. Mais maintenant, quand j'ai travaillé sur Oreste avec Christophe Montenez, qui était aussi le rôle principal, bien sûr, dans l'année, mais aussi dans Oreste, j'ai dit à mon assistant, Laurent, j'ai dit, ça c'est un Hamlet, ça c'est le Hamlet pour moi. Alors, il a dit ça bien sûr à Éric Lufapierre, c'est l'histoire. Mais je veux réduire, pas pour réduire seulement, mais aussi je veux qu'on voit tout ce qu'on voit dans le spectacle. On doit le faire, hein, je ne sais pas que ça va réussir. C'est le point de vue de lui. Ça commence avec lui seul sur scène et tout ce qui se passe dans sa tête, on peut dire. Et c'est un jeune homme, bien sûr très traumatisé par deux choses. Hein. Le mort de son père qui était son grand exemple dans sa vie, son idole, on peut dire, mais aussi il est traumatisé par le mariage, pour lui, trop rapide de sa mère avec Claudius, le frère de son père, qui, il découvert plus tard, est le meurtrier de son père. Alors tout ça devient pour lui quelque chose dans sa tête qui est comme une explosion. Et bien sûr, il y a alors après ça le monologue être ou ne pas être. Alors faire quelque chose, agir ou pas agir, on peut dire. Et alors, pour être court, je vois un trajet de Hamlet dans quelques phases. La phase d'abord, quand il croit que le théâtre, parce que mon spectacle va commencer avec les acteurs qui viennent. Ce n'est pas au milieu de la pièce, mais au début de la pièce. Il croit que le théâtre peut découvrir ce qui est vraiment la réalité de ce qui est passé. Après, il découvre bien sûr que le théâtre peut changer le monde. Après, il découvre que le théâtre ne peut pas changer le monde. Et dans la troisième phase, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans un spectacle de Hamlet, je crois, mais il devient vraiment un meurtrier sans remords, hein, à la fin. Alors c'est un idéaliste qui devient un activiste, qui devient un meurtrier absolu. C'est ça. Oui, c'est très clair, hein, du coup. Merci Ivo, merci. Donc le spectacle Hamlet, mis en scène par Ivo Vanov avec la Comédie Française, ça va durer 2h15. Ce sera du 21 janvier au 14 mars dans cette salle. On continue avec Oedipe Roi, d'après Sophocle. C'est un spectacle mis en scène et écrit par Eddie d'Arangeau, qui est juste là. Eddie, pardon, je vais parler un peu de toi. C'est un être et un metteur en scène incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'enseignais au Théâtre National de Strasbourg.
Eddy, après avoir fait de longues études, est devenu élève metteur en scène à Strasbourg. Et il est devenu le dramaturge avec qui je travaille sur la plupart de mes spectacles. En sortant de Strasbourg, Eddy a été associé à plusieurs théâtres, le théâtre de la Commune, que dirigeait à cette époque Marie-Josée, le théâtre national de Strasbourg, le théâtre Olympia de Tours également. Et Eddy, tu as créé un spectacle qui s'appelait, alors à chaque fois je dis, le spectacle, après Jean-Luc Godard, je me laisse envahir par le Vietnam, qui était un spectacle, mais complètement fou. Et là, pour ce spectacle, qui sera une production de l'Odéon, et on en est très très fiers, Eddy, tu vas prendre pour point de départ l'Oedipe roi de Sophocle. De ce que je comprends du projet et des discussions qu'on a eues, tu vas mener un travail sur la question de l'inceste, mais aussi, j'ai l'impression, pour questionner le pouvoir que peut avoir le théâtre et la représentation quand ils se confrontent à des sujets comme ça, qui sont à la fois brutaux et à la fois, du point de vue du théâtre, archaïques. Est-ce que tu peux nous raconter d'où part ce travail et ce qu'il va mettre en jeu? Oui, merci Julien. Bonsoir à tous. Alors, peut-être pour me présenter un peu et pour mettre ce travail dans une perspective un tout petit peu plus large, en fait, depuis que j'ai quitté l'école de Strasbourg, j'essaie de mener un travail qui porte notamment sur deux questions. La première, c'est, je peux dire, la complicité de la culture avec les structures de la domination. C'est la façon dont l'art souvent échoue à être le lieu de l'émancipation, de l'accès à la liberté qu'il veut être. Donc cet échec de la mission, cet échec de l'idée. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça s'appuie sur des constats, sur la sociologie de l'art, ça s'appuie sur une réflexion, on va dire, critique, sur l'idéologie, sur la sociologie de la culture. Voilà. Et une deuxième question, plus vraiment très très vaste en fait, qui est la question de la représentation de la violence, et notamment de la violence de masse, et on peut dire de la violence politique, quoi. Voilà, donc ça c'est le programme. Et à l'intérieur de cette recherche, depuis de nombreuses années, je voulais travailler sur la question de l'inceste, de sa représentation et de ce que ce crime-là avait de spécifique quant au langage, quant à l'image, et évidemment aussi quant au refus de la société à entendre l'étendue et la réalité. Voilà. Donc Oedipe, ça s'inscrit à partir de là avec une idée un peu simple, et c'est peut-être la pièce la plus connue du répertoire occidental. C'est une des premières occurrences de la question de l'inceste dans la littérature. Et pourtant, quand on parle de l'inceste sans en parler. C'est-à-dire qu'on en parle comme un mythe, comme une construction théorique, comme finalement une idée ou un motif. Donc Oedipe roi, pour dire deux mots de la pièce de Sophocle, donc il a tué son père et commis l'inceste avec sa mère sans le savoir. C'est ça la pièce. Et la pièce de Sophocle, c'est pas les aventures d'Oedipe, c'est le moment où Oedipe comprend ce qui a été la vérité de sa vie et qu'il ignorait être la vérité de sa vie. Donc, ce qui m'intéressait, c'était quand même que dès le début, en fait, le théâtre s'intéresse à deux choses. Il s'intéresse au crime, à ce qui détruit le corps social, à ce qui détruit l'intégrité psychique, et il s'intéresse à la vérité, à la possibilité, par le langage, par la forme, de recueillir quelque chose de l'expérience et de recueillir quelque chose de la destruction. Avec cette idée, je crois que la violence vient d'abord et l'art vient après, sur les ruines, sur les traces de cette violence, et essaye d'en faire quelque chose, de continuer le travail humain depuis cette violence-là. Et pour ce faire, on partage quelque chose de cette violence. Donc, Oedipe, je le prends... ça ne va pas être une mise en scène d'Oedipe roi, ça ne va pas non plus être une réécriture contemporaine du mythe, c'est plutôt une sorte d'étude à partir de la pièce, où je prends la pièce comme une sorte de symptôme, qui est ce symptôme d'une sorte de paradoxe de l'inceste qui est hyper présent dans la culture, puisque dès l'origine du théâtre, en fait, il en est question,
qui est très présente aussi dans notre modernité, alors par le complexe d'Oedipe tel qu'il a été proposé par Freud, mais aussi par exemple dans l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, la façon dont on interdit de l'inceste, et en fait ce qui va permettre de penser les différences des organisations humaines. Enfin, donc dans la modernité intellectuelle, dans toute l'histoire de l'art, dans toute l'histoire des représentations, en fait l'inceste d'une certaine façon est partout. Il est partout, mais en décalage complet avec ce qu'est l'inceste réel, tel qu'il est vécu par les gens, c'est-à-dire la réalité d'un abus de pouvoir qui passe par la sexualité, un abus endémique. Alors les chiffres disent un enfant sur 10, c'est peut-être sous-évalué. Enfin, donc c'est en fait une violence massive qui est partout dans le corps social, et la façon dont l'histoire de l'art et la façon dont l'histoire intellectuelle s'en est emparée, au fond, peut-être échoue à dire le réel, quoi. Enfin, donc je pars de là, en fait. Alors, bon, à partir de ce constat-là, ce qui m'intéressait, c'était, bon, en fait, dans certaines organisations sociales, on emploie le mot tabou pour définir à la fois ce qu'il est interdit de faire, mais aussi ce qu'il est interdit de dire. Et c'est même parfois plus grave d'en parler que de le commettre. Et je crois on est un petit peu dans un moment de bascule sur cette question, où commence à se faire entendre la possibilité de décrire ce qu'il en est de l'étendue de ces violences. Mais c'est, je crois, moi je pense qu'on est un petit peu comme au tout début de l'expression de la sensibilité féministe ou de la sensibilité antiraciste. C'est-à-dire qu'une violence qui est là, qui est présente depuis des siècles, qui est installée, commence à trouver des mots pour se dire doucement. Et donc, voilà, donc ce travail s'inscrit dans ce moment-là, qui est un moment étrange, mais aussi très important, je crois. Donc voilà, donc c'est en fait vraiment la confrontation du langage avec le silence, hein, c'est de ça dont il s'agit, donc c'est les questions fondamentales du théâtre en réalité. Et peut-être pour dire un tout petit peu plus précisément ce que va être le spectacle, en gros, moi, la façon dont je travaille, j'essaie de faire tenir ensemble les stratégies de ce qu'on appelle le théâtre politique, c'est-à-dire du théâtre documentaire, du théâtre critique. Donc un théâtre qui fait comme ça, qui manifeste les structures objectives de la domination, on peut dire. Mais j'essaie de relier cette perspective-là, je dirais un théâtre qui s'intéresse à l'intériorité, à l'infinité de l'expérience intérieure humaine, telle qu'aussi elle peut échapper au pouvoir. Donc c'est la zone qui est plus d'habitude attachée à la littérature ou à ce qu'on va appeler un théâtre de poésie. Donc, bon, là je dis des trucs, je pense que tous les artistes essayent de faire ça en fait, hein, mais c'est la formulation que je propose, quoi. Donc j'essaie de faire tenir ensemble un peu ces deux traditions qu'on a souvent opposées en fait. Donc le spectacle, du coup, il s'appuie sur une stratégie de juxtaposition de théâtralité un peu différente. Donc à la fois du théâtre documentaire avec une enquête qui est personnelle, mais qui n'est pas seulement personnelle, qui est historique sur l'inceste, comment ça s'inscrit dans les familles, c'est quoi le type de sociabilité, du déni, de la forclusion qui permettent comme ça la perpétuation de cette violence. Il y a aussi, je vais appeler ça une performance, c'est-à-dire une façon d'aller retrouver le geste archaïque de la tragédie dans les coordonnées qui sont les nôtres, dans les coordonnées contemporaines. Qu'est-ce que c'est venir recueillir la négativité dans sa radicalité aussi. Et puis, il y a une sorte d'étude, d'analyse sur le spectacle en train de se faire et sur la relation entre les acteurs et le public, avec cette idée, puis je vais finir là-dessus, parce que bon, puisque c'est un spectacle qui porte sur la révélation de la violence, sur la vérité, sur la possibilité d'en parler, en fait, c'est un spectacle qui va interroger la question du témoignage, je vais dire. Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Qu'est-ce que c'est le formuler, le porter? Et qu'est-ce que c'est l'entendre? Donc, je pense qu'on est dans un moment
un peu paradoxal aussi à cet égard, où il y a une injonction à parler, à ajouter son récit, mais dans des cadres d'écoute qui ne sont pas toujours là. Et demander à parler quand en face on ne veut pas entendre, c'est en fait redoubler la violence. Donc c'est un spectacle qui va essayer de travailler ça, c'est-à-dire quelles sont les conditions affectives, spectaculaires, politiques, pour qu'une parole puisse être entendue. Merci Eddy. Eddy Proy, d'après Sophocle, du 7 au 22 février aux ateliers Berthier. On continue avec 2 spectacles d'un artiste extraordinaire, Samira El Aghoz. 2 spectacles qui s'appellent Cock Cock Who's There et Sick Bromance. Je vais laisser la parole à Samira, mais peut-être vous dire 2 mots sur comment j'ai rencontré son travail. Il y a 2 ans, j'étais à Bruxelles au Kunsten Festival, qui est le festival de théâtre, de danse là-bas. Et je me suis retrouvé dans une... J'avais entendu parler de manière lointaine de son travail, et je me suis retrouvé dans une salle à vivre une expérience pendant 4 heures dont Samira va vous parler, qui change la manière dont moi je fais mon théâtre aujourd'hui. Peut-être pas de manière visible, mais un moment de ces expériences qui font que on voit un geste d'un artiste qui travaille une zone de courage esthétique, artistique, pas uniquement de courage, disons, comme le disait Eddy, qui travaille sur ces 2 zones, à la fois du récit et à la fois du geste. Et ça a été, j'ai été complètement soufflé, quoi. Donc on invite 2 spectacles de Samira. Le spectacle que j'avais vu, qui dure 4 heures, s'appelle Sick Bromance. Et on invite un spectacle qui a été fait plusieurs années avant, qui s'appelle Cock Cock Who's There. Est-ce que Sam, tu peux nous raconter un peu quels sont ces 2 spectacles et comment ils s'organisent? Thank you. So I'm Samira El Aghoz. I'm a Finnish Egyptian artist, and I would say my works are a collection of life stories and love stories. And I work between theater and documentary cinema. So both of these 2 works are mostly film, and I'm there as a sort of a narrator, so I see that it's 2 documentaries running at the same time, where there is the past, which is the film, and then me narrating you through the material. And I think I just say something shortly about the way I work, because it's such a prominent part. So I gather real life events, and I never use script. I don't really direct, and I always work with people I've never met before. And I'm endlessly fascinated by this, how 2 people meet in front of a camera. So 2 strangers, and most of my works have started from this concept of 2 people that have never met before. And it's me and me, I'm the other one. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Moi, c'est Samira El Aghoz. Je suis un artiste finnois et égyptien. Je dirais que mon travail se centre sur les histoires de la vie et de l'amour. Je travaille entre le théâtre et le documentaire, donc le film. Donc les 2 pièces qui vont être présentées, ce sont des films avec une narration qui va accompagner le film. Donc le film, en quelque sorte, c'est le passé, et puis la narration, c'est le présent, c'est moi qui raconte le film. Juste quelques mots sur mon approche, mon travail. Ce que je fais, c'est de partir toujours de la vraie vie. Je collectionne des bouts de la vraie vie. Je travaille jamais avec un script, et c'est vraiment centré sur la rencontre des inconnus. Moi, je suis fascinée par l'idée de comment deux personnes qui ne se connaissent pas, comment ils se rencontrent. Et en l'occurrence, normalement, une des personnes, c'est moi. And I just remembered a quote. There's this famous couple therapy
couples therapist Esther Perel, and she, when she was young, she was in between if she wanted to make art or be a couples therapist, and she then chose the route of being a couples therapist because she thinks that couples therapy is the best theater in town. And I think that really fits to my work because in a way it is about the intimacy and the risk and the unknowingness what will happen between two people in front of a camera. Je viens de penser à une citation d'une thérapeute de couple qui s'appelle Esther Perel. Et en fait, quand elle était plus jeune, elle hésitait entre devenir artiste et soigner les couples. Et en fait, elle a choisi le thérapie de couple parce qu'elle se disait qu'en fait, ça, c'était le meilleur théâtre au monde. Et pour moi, ça résonne avec mon travail parce que c'est vraiment axé sur l'intimité, sur le risque et sur l'inconnu. And the key element in my work is that all the people I've ever filmed are men. And so these two works, I'm happy that you're showing both of them because they're very like two gender odysseys, but from a very different perspective. So actually the first one, Kokok Who's There, has been made 2016. And that is my ode to being a woman. It's about my experience with sexual violence, and it goes through, like at the time in 2016 there was no hashtag #MeToo, and there was not really theater works about sexual violence, and I wanted to make something that I felt was completely missing, not like a rape story where the victim is completely destroyed, but that has some agency, and also focus more on the time that happens after the rape, because I think, at least for me, there was no guide to how to go back into dating, how to have intimacy after you've had the experience of being raped, basically. Et une clé, une spécificité de mon travail, c'est que je filme les hommes. Et je suis contente qu'on présente ces deux pièces ensemble parce que c'est vraiment deux différents regards sur le genre, deux différentes perspectives. En parlant de Kokok Who's There, c'est une pièce qui date de 2016. Et pour moi, c'est une espèce de ode au féminin, au fait d'être une femme. Ça parle de la violence sexuelle, ça parle de mon expérience de violence sexuelle. Et 2016, c'est une époque avant MeToo. Et il n'y avait vraiment pas de récit au théâtre de la violence sexuelle. Je voyais vraiment qu'il y avait un manquement. Je ne voyais pas le récit que je voulais voir. Je voulais présenter un narratif qui ne serait pas le narratif de la personne qui subit un vol, qui est une victime complètement détruite, mais de quelqu'un qui a son propre pouvoir d'agir. Et je voulais aussi parler de l'après l'agression, parce que je ne voyais vraiment pas de guide comment faire après pour re-rentrer dans l'intimité et pour rencontrer les gens et faire des dates. So also I wanted to make a piece about rape that would not vilify men, that would be a piece about sexual violence that men could watch without feeling like they're being punched in the stomach, so that they could actually recognize something in themselves rather than reject it. Je voulais aussi faire une pièce sur le viol qui n'avait pas pour but de vilifier, de démoniser les hommes, ou diaboliser, excuse-moi, que les hommes pourraient regarder sans se sentir agressés, mais qui pourraient les provoquer à réfléchir. And yeah, the show is 10 years old, and of course as an artist I'm really happy to be touring with it, but at the same time it hasn't really outdated, which is kind of sad with a piece that's already 10 years old. So it is still very current and accurate. So times haven't really changed that much.
Cette pièce, ça date de 10 ans et moi, en tant qu'artiste, je suis vraiment très contente de pouvoir faire des tournées encore avec cette pièce, mais ce que ça montre, c'est que c'est toujours d'actualité. Malheureusement, c'est pas du tout dépassé, c'est-à-dire que les choses n'ont pas vraiment changé. And then Seek Bromance is 4 years old now, and that is my transition piece. So I'm transmasculine now, so it is my work with another transmasculine I met during COVID. And I had been filming strangers for years at the time, and I had been always meeting them just for one encounter. And I wanted that this time I would meet someone for a longer period. And I also wanted to be another artist where we both would be improvising the whole narrative. And it is 4 hours long. I know it sounds scary, but I promise most people sit it through and it does not feel like 4 hours. So don't be scared. I know it's super scary, 4 hours, but it really, I'm surprised how many people say that it felt like it went like this. There's a break. Donc, Seek Bromance, c'est une pièce qui a maintenant 4 ans et ça parle de mon transition. Je suis maintenant transmasculin. Et ça s'est tourné pendant la période de Covid. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est transmasculin. Bon, ça faisait à l'époque des années et des années que je filmais des inconnus. Et à chaque fois, c'était des rencontres une fois. C'était juste une seule rencontre et je voulais faire quelque chose plus sur le long terme. Je voulais aussi faire quelque chose avec un autre artiste pour qu'on soit deux à improviser. Et ça dure 4 heures, mais n'ayez pas peur. Vraiment, le retour que j'ai, c'est qu'on ne sent pas du tout le temps passer et aussi, en plus, il y a une pause. Donc venez. What else? Yeah, so basically it's the story of two transmasculine and someone who has been already years into transitioning and then me just starting it. And we have the same history. We were hyper feminine, so we didn't have this classical narrative where we were tomboys. We were super feminine throughout our lives. And then so there's a lot of discussion on femininity and masculinity. And so basically on the first day that we met, the lockdown started. So that set a kind of a theme for the work where we were basically locked in with each other. And it's almost like at the end of the world, where like, it's almost like there's no one else in the whole world. It's also based in deserts, and my friend, when I was editing it, he said that the desert is almost like the symbol of like transition, where it's the beginning of imagination. And again, while in the previous work I wanted to make a piece about rape that men could watch, I wanted to make a piece about transness that everyone can watch, and that's the feedback I've gotten. So please, like, don't be scared of the topic or for the length. I know, like, 4-hour trans work sounds a bit scary, but it's not. I promise you'll get something out of it. Donc c'est l'histoire de deux personnes transmasculines, quelqu'un qui est au début de sa transition, moi en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a débuté ça il y a bien des années. Et on avait en commun le fait d'être par le passé hyper féminin, donc on n'était pas du tout les garçons manqués. Et c'est un récit qu'on entend souvent.
que voilà, les trans masculins sont des garçons manqués, mais ce n'était pas du tout notre cas. Donc il y avait plein de discussions entre nous sur la fémininité, sur la masculinité. Et le premier jour qu'on a commencé à travailler, c'était le confinement. Donc on était coincés ensemble. Juste tous les deux. Et il y avait comme une ambiance de fin du monde. On était tout seuls au monde. Et ça se passe beaucoup dans le désert. Donc, un ami qui a monté le film m'a dit que le désert représente la transition et le début de l'imagination. Et pareillement, aux dernières pièces où je voulais faire un film qui parle de la viol, qui peut être visible par les hommes, moi, avec cette pièce, je voulais faire un film qui parle des trans, qui serait visible par tout le monde. Donc, vraiment, n'ayez peur ni de la durée du spectacle et ni du sujet, parce que c'est vraiment pour tout le monde. Merci beaucoup. Oui, je le redis. Cock Was There, ce sera du 12 au 15 mars. Sick Bromance, ce sera du 18 au 22 mars, tout ça aux Ateliers Berthier. Cock Was There, ça dure 1 heure. Sick Bromance, donc 4 heures avec un entracte. Je continue avec Voodoo. Donc, je vais aller très très vite. La Queen revient à l'Odéon. Ça va pas rigoler. Ça va durer 5h30 et c'est génial. C'est le premier volet de ce qu'elle a appelé la trilogie des funérailles. Le deuxième volet étant Démon, que vous avez pu voir l'année dernière et qui était au Festival d'Avignon. Et ce spectacle-là va parler va travailler. Le Démon, c'était sur Bergman, et là, elle va travailler autour de la figure de Karen Blixen. 5h30, 5 parties, très très différentes les unes des autres, parfois sur une forme théâtrale extrêmement simple, parfois sur des motifs avec énormément de figurants, énormément de mouvements sur scène. On en parlait avec Tania tout à l'heure, et si tu peux dire de... C'est Angelica Lidl au état pur. Au pur état, c'est elle sur scène qui parle et c'est vraiment spectaculaire, on doit la voir. Merci beaucoup. C'est du 27 mars au 12 avril et ce sera ici dans le 6e arrondissement. Je continue avec 2 spectacles de nouveau. Goodbye Lindita et Mamie, d'un jeune metteur en scène très jeune, il a 27 ans, qui s'appelle Mario Banouchi. Il est albanais, il vit en Grèce. Il fait un théâtre tout à fait singulier qui est, on pourrait dire, dans une grande tradition comme ça de théâtre d'image. Quand je dis d'image, ce n'est pas un théâtre de vidéo, c'est un théâtre de fabrication d'images au plateau, non textuel. Quand je dis grande tradition, quand on voit ces spectacles, on pense à Castellucci, on pense à Papaioannou, le chorégraphe grec. On pense, en tout cas moi ça m'a fait penser aussi de manière très lointaine au théâtre du Radeau de François Tanguy. C'est un théâtre qui se fait avec des moyens relativement simples, mais qui produit des images bouleversantes, il va vous en parler, qui raconte aussi un imaginaire très balkanique. C'est la première fois que Mario Banouchi va venir en France, et c'était très important pour nous de vous le présenter. Je crois qu'il va nous parler. Ονομάζομαι Μάριο Μπανούση, είμαι 26 χρονών, ζω στην Αθήνα και είμαι σκηνοθέτης. Μέχρι τώρα έχω δημιουργήσει 4 έργα και τα 4 έργα έχουν ως αφετηρία κάτι προσωπικό, κάτι που ξεκινάει από την οικογένεια και καταλήγει σε κάτι που δεν θα έλεγε σίγουρα κανείς ότι είναι ντοκιμαντέρ. Οι παραστάσεις μου είναι παραστάσεις χωρίς κείμενο, είναι αρκετά εικαστικές. Το Goodbye Lindita είναι μια παραγωγή που φτιάχτηκε για την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Η ωραία έκπληξη για όλους μας είναι ότι λόγω του ότι άρεσε πολύ στον κόσμο, ανέβηκε για λίγο παραπάνω το πρώτο διάστημα, για 1 μήνα, μετά για 1,5 μήνα.
Μετά άρχισαμε να ταξιδεύουμε. Είναι το πρώτο έργο που άρχισα να ταξιδεύω στο εξωτερικό. Έπειτα το Goodbye Lindita ανέβηκε ξανά και ξανά σε όλες τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. Παίχτηκε για 2 χρόνια στην Αθήνα. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ως βάση του το θάνατο της μητριάς μου που λεγόταν Λιντίτα. Είναι μια παράσταση μιας ώρας, χωρίς κείμενο, που διερευνά αυτό το θέμα. Πώς η συγκεκριμένη οικογένεια επενδυθεί τον χαμό ενός δικού της ανθρώπου. Και σίγουρα για μένα ήταν ένα challenge. Πώς κάτι τόσο προσωπικό μπορεί να ανέβει στη σκηνή, πώς κάτι τόσο προσωπικό μπορεί να επικοινωνηθεί και με τόσους ανθρώπους και σε άλλες χώρες. Πολύ έντονα στοιχεία της παράστασης είναι σίγουρα το στοιχείο της παράδοσης, από την ενδυμασία, ας πούμε, την παραδοσιακή, που έχω πολλές αναφορές από την Αλβανία, μέχρι και τη μουσική, μέχρι και τα χρώματα. Υπάρχει πολύ έντονο το βαλκανικό στοιχείο. Το στοιχείο της τελετουργίας υπάρχει αρκετά έντονα μέσα στην παράσταση και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα. Μια όμορφη ηρωνία του έργου είναι ότι το όνομα Λιντίτα είναι ένα αλβανικό όνομα που σημαίνει η ημέρα της γένας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πως ένας τέτοιος τίτλος είναι ο τίτλος μιας παράστασης που μιλάει για το πένθος και για το πως μια οικογένεια και ένας άνθρωπος λέει αντίο σε κάποιον άλλον. Το μάμι είναι μια λέξη παγκόσμια. Η δική μου αναφορά είναι η αλβανική λέξη μαμά, που είναι μάμι. Όπως και με τα προηγούμενα έργα μου, έτσι και με αυτό, ξεκινάω από κάτι προσωπικό, ξεκινάω από κάτι που αφορά εμένα και σιγά σιγά από τις πρόβες αρχίζω και το ανοίγω στους ερμηνευτές της παράστασης και έπειτα στο κοινό παρακολουθούμε την ιστορία, μια γραμμική αφήγηση μιας μητέρας με το παιδιού της και παράλληλα αυτή η γραμμική ιστορία, αυτή η ραχοκοκαλιά σπάει σε διάφορα κομμάτια και πολλές ιστορίες σιγά σιγά μπλέκονται μεταξύ τους και στα προηγούμενα έργα υπάρχει αρκετά έντονη μητρική φιγούρα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας επέλεξα στο συγκεκριμένο έργο αυτή την φιγούρα να τη φωτίσει ακόμα περισσότερο. Αυτό, ας πούμε, που υπήρχε αρκετά έντονο στο μυαλό μου, να το φέρω στη σκηνή, στο προσκήνιο, να το φωτίσω και να μιλήσω για αυτή την σχέση που είναι τόσο περίπλοκη και τόσο διαφορετική για όλους τους ανθρώπους. Αυτή η σχέση μητέρας και παιδιού. Σίγουρα μέσα από αυτή την παράσταση ο σκοπός μου δεν είναι να θεοποιήσω τη μητρική φιγούρα ή τη γυναικεία φιγούρα και επίσης σκοπός μου δεν είναι να μιλήσω από την πλευρά της μητέρας, αλλά από την πλευρά που εγώ ίδιος έχω βιώσει, από την πλευρά του παιδιού. Μια όμορφη σύμπτωση είναι ότι το μικρόβιο, η σπίθα του μάμι, ξεκίνησε σε ένα residency που έκανα στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Παρισιού και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πολύ που στο μέρος που πρωτοξεκίνησε η ιδέα, εκεί παρουσιάζω το έργο αυτό και την προηγούμενη μου δουλειά και ανυπομονώ πολύ να έρθω στο Παρίσι να παρουσιάσω τις συγκεκριμένες δουλειές. Vous pourrez découvrir Mamie au Festival d'Avignon cet été. Les deux spectacles durent 1h et 1h10. Goodbye Lindita sera présenté du 28 mars au 5 avril à Berthier. Mamie du 9 au 16 avril au même endroit. Vous allez voir, c'est très très émouvant. On continue et on arrive à la fin de la saison avec Marcus. Avec Scenes from a Marriage, scène de la vie conjugale d'Inmark Bergman. Marcus Horn, c'est, je parlais tout à l'heure de la manière dont Susanne Kennedy a influencé par son geste artistique tout un tas de formes et de spectacles et d'artistes que vous pouvez voir. Je peux dire la même chose de Marcus, c'est-à-dire sa manière à la fois hilarante, brutale, d'une intelligence folle, qui touche au grand guignol, à des traditions théâtrales millénaires, tout en faisant un théâtre extrêmement contemporain et un théâtre textuel tout autant qu'il est visuel. Ce geste qu'il propose, très franc, vous le verrez, c'est
c'est hyper important pour nous de l'accueillir au Théâtre de l'Odéon. Marcus travaille beaucoup en Allemagne, en Autriche, dans les pays du nord de l'Europe, en Italie aussi c'est arrivé. Et il a été bien que présenté au Festival d'Avignon, au Théâtre de Gennevilliers et dans d'autres lieux français, encore trop peu présenté en France par rapport à la grandeur de son théâtre. Et je suis vraiment ravi qu'on l'accueille ici à Paris avec une adaptation de Scènes de la vie conjugale qu'il fera avec des acteurs français, puisque c'est une production de l'Odéon. Marcus, est-ce que tu peux nous parler de Bergman, peut-être un peu, de ton travail, parce que c'est pas la première fois que tu travailles sur Bergman, et puis pourquoi tu as envie de refaire ici, de retravailler sur ce texte que tu as déjà exploré au Volkstheater à Vienne? Okay. Thank you. First of all, thank you for the invitation. And I just have to say that there are so many of my favorite artists in this season that I'm so honored to be here just because of that. Bergman. We all know Bergman, but if you're Swedish, you know Bergman very, very well. And every Swedish person has an opinion about Bergman. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment très content d'être ici, surtout parce que cette saison, il y a beaucoup de mes artistes préférés. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Alors, Bergman. Tout le monde connaît Bergman, mais si on est suédois, vraiment, on connaît très, très bien Bergman et tout le monde a son avis dessus. And I come from the north of Sweden, close to the border to Finland, from a very small village. So my mother or father has never seen a Bergman play, or really, not really any of his movies, except for scenes from a marriage that was sent on television in the 70s in Sweden. And as you probably know, after that television series was broadcasted, the divorce rates in Sweden went like this. And my mother and father also divorced after seeing that TV series. Moi, je viens du nord de la Suède, près du frontière avec le Finlande, dans un tout petit village. Donc, vous imaginez que mon père et ma mère avaient jamais vu de pièce de Bergman, jamais vu d'œuvre de Bergman, mis à part Scènes de la vie conjugale, qui, comme vous savez, sans doute, était adaptée pour la télévision dans les années 70. Et ce qu'on sait déjà aussi, c'est qu'après le passage à la télévision de Scènes de la vie conjugale, les taux de divorce ont augmenté, ont explosé en fait. Et en fait, ma mère et mon père ont également divorcé. So, either I have to thank Bergman or make a peace. No, it's like this. I think it's a wonderful description of relationships. Even though it was made in the 70s, I think all of us here can relate to go to bed with your partner, you live a happy life, economic is good, and you're thinking, why aren't we having sex anymore? And as soon as you start to think that thought, you know that it's not something is going to happen, or maybe I'll just stay. But we all know this feeling in different relationships. And my aim with the restaging scenes from a marriage here, with masks, with distorted voices, is for you to meet Bergman's story, but in a different way, with a different surface, which goes hopefully deeper and talks to you not just with the text, but also with gestures and feelings.
And my goal is that either you go home and have sex or you divorce. Donc du coup, avec l'histoire de mon père et ma mère, je ne sais pas si je devrais remercier Bergman ou il faut que je fasse du paix avec lui. Mais je trouve que vraiment c'est une description merveilleuse des relations, même si ça a été écrit dans les années 70, c'est toujours très actuel. Tout le monde comprend ce sentiment d'avoir voilà, la vie heureuse, l'économie qui va bien, on va au lit avec notre partenaire et on se demande mais pourquoi on ne fait pas l'amour ? C'est vraiment quelque chose d'universel, je crois. Et ce que je voulais faire avec cette nouvelle adaptation, avec les masques et avec les voix un peu bizarres, c'était de vraiment présenter cette histoire sur une autre lumière pour que ça touche les gens, pas juste avec le texte, mais vraiment avec le geste et les émotions. Et ce que je voudrais, c'est que après on rentre après la pièce, soit on fait l'amour, soit on divorce. Merci Marcus. Alors, Scenes from a Marriage, ce sera du 20 mai au 7 juin, ça durera 2h20 et ce sera ici, dans l'Odéon 6e. Toutes les personnes qui ont un œil sur leur téléphone portable remarqueront que j'ai tenu en 2 heures. Et il ne me reste que à vous donner simplement quelques informations sur ce qu'on appelle les EAC, l'éducation artistique et culturelle. Vous dire qu'il y a un très beau projet qui se monte la saison prochaine qui s'appelle le Parlement des colères. Ce sont des sessions parlementaires faites avec des jeunes gens qui ont entre 16 et 20 ans. C'est une expérience extraordinaire qui est menée par une compagnie qui s'appelle les Guêpes Rouges. Et les 7 et 8 mars, aux ateliers Berthier, on vous proposera d'assister à ces sessions ouvertes de jeunes gens. Également, vous dire qu'on continue avec le spectacle itinérant, une petite forme de théâtre itinérant qui va partout dans les lycées, qui est accompagné d'ateliers, de jeux, de pratiques théâtrales. C'est moi qui mettrai en scène cette année cette petite forme autour du spectacle Musée Duras et des textes de Marguerite Duras. Adolescence et territoire, projet comme ça historique et très très important de l'Odéon, qui propose à 20 jeunes âgés de 15 à 20 ans et issus des territoires proches de Berthier. Ouais, il y a de la musique quand je parle, ouais, c'est chic. De travailler toute une année avec un ou une artiste. Cette année, ce sera une artiste qui s'appelle Kenza Berada, qui est passionnante et qui travaillera avec eux. Et ça, on continue, c'est en collaboration avec le T2G et l'espace 1789 de Saint-Ouen. Fabrique Odéon, qui permet à des 2 classes de lycée professionnel de travailler sur ce que c'est de faire un décor, des lumières, des costumes. C'est un projet extraordinaire qui fait venir des personnes qui ne viendraient pas nécessairement au théâtre par la pratique. L'atelier des 130, ça c'est le travail avec les étudiants à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est un atelier d'écriture et de jeu, c'est toute l'année, on continue. Fresnes-sur-Seine, un travail formidable avec les détenus. Un groupe de personnes qu'on fait en collaboration avec la scène nationale de Malakoff. Sainte-Anne, un atelier de jeu hebdomadaire animé par un artiste avec les patients et le personnel de l'hôpital Sainte-Anne. Et enfin Staging, un projet très très important qui est destiné à un groupe de comédiens et de comédiennes en situation d'exil qu'on accompagne autour d'un stage de pratique théâtrale en français, en anglais. Tous ces projets-là sont menés par toutes les équipes de l'Odéon et on en est extrêmement fiers. Très rapidement, l'accessibilité. Il y aura des audio-descriptions pour les publics aveugles ou malvoyants sur Honda Romance, Hamlet et Scenes from a Marriage. Il y aura du surtitrage en anglais, ça c'est très important pour moi. Sur 80-90% des spectacles, il y aura du surtitrage en anglais tous les jours. Ça veut dire que dites autour de vous aux personnes non francophones qu'elles peuvent venir à l'Odéon et qu'elles peuvent voir les spectacles. Il y aura du surtitrage en français pour les personnes sourdes et malentendantes sur Hamlet avec des lunettes connectées, sur Eddie Proie et sur Scenes from a Marriage. Et il y aura tout au long de l'année des stages de pratique théâtrale adaptés à différents types de handicaps, organisés tout au long de l'année. Voilà. Et je termine en vous disant 2 choses. Toute cette saison est rendue possible par le fait que nous sommes un théâtre public. C'est-à-dire qu'il existe une politique publique de la culture et des subventions qui nous permettent de vous proposer cette programmation.
Celle-ci n'existerait pas dans le secteur privé. Je veux donc remercier le ministère de la Culture pour son accompagnement. Un merci aussi particulier à nos mécènes, entreprises et particuliers qui nous accompagnent toujours avec une grande ouverture et beaucoup de conviction. Grâce à leur soutien, nous pouvons continuer à faire vivre la création. Je les remercie donc de croire, comme nous tous ici, en un théâtre vivant, ouvert, courageux et engagé. Enfin, un grand merci à toute l'équipe de l'Odéon qui nous a accueillis, moi, Antoine Maury, notre nouvel administrateur, et Eugénie Tesson à bras ouverts. Ce n'est que le début. Tout est à faire, tout est à inventer. Le bar est ouvert, la fête commence. Attendez, je tiens quand même à remercier spécialement David Chal, notre directeur du bâtiment, qui nous a autorisé à boire des bières au parterre. Tout arrive. Vous voyez, l'Odéon change un petit peu. Merci à tous et bonne soirée.